continuons sur le funeste. Le funeste est étranger à l'émerveillement de l'enfant, au sentiment de tendresse et de partage qui naît lorsqu'un animal s'endort sur votre cœur. Il ignore les senteurs vivifiantes du printemps ou de l'iode des océans. Si le funeste brille par son génie d'appropriation de toutes choses, il n'est jamais en relation compassionnelle, empathique ou intime avec elle. Ne bénéficiant pas de l'expérience sensible, mais excellent dans la réplication détournée de ce qui existe, le funeste est passé maître dans l'art de la contrefaçon, de la défiguration, de la déformation, de la dénaturation, de la récupération aussi, du travestissement. Je l'ai dit, il est plus opportuniste que véritablement créatif. Et l'entre de son royaume commence là où il y a scission et fracture, qu'il s'agisse de fractures personnelles ou sociales. Et globalement, il se nourrit de chacune des démissions de soi-même. Le mur porteur du funeste, c'est la scission. On le sait, les hémisphères cérébraux, gauche et droit, communiquent entre eux pour accomplir des tâches. Chaque hémisphère possède des fonctions différentes et complémentaires, que l'on peut résumer grossièrement de la façon suivante. Il y a une polarité verbale propre au cerveau gauche. Alors là, on est en présence des codes préétablis, d'une information déjà stockée, et une autre non verbale. Et nous sommes là en présence d'une pensée imagée, réceptive, émotionnelle et non organisée. Verbal et non verbal sont comparables au solfège où s'ajustent des notes ainsi que des silences interrompant momentanément le son dans l'exécution d'une œuvre. Les musiques d'Inde, d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique ne gèrent pas à l'identique, vous l'avez remarqué, les tons et demi-tons des notes, ni même les silences. Et ce sont justement ces différences de gestion d'une culture à l'autre qui font qu'une musique nous plaît ou pas, nous donne envie de pleurer ou de rire, nous invite à bouger ou à contempler, et ainsi de suite. Grâce à l'ajustement de notes qui sont ponctuées de silence, de codes et de non-codes, les musiques créent en nous du sens, de l'émotion, des stimulations et des sensations. Pour cette raison, la musique fait du bien, quelle que soit notre préférence, car elle nous permet de retrouver une certaine entièreté faite de plein et de vide. Chacun sera d'accord pour dire que s'il y a des notes sans aucun silence, ou au contraire, des silences sans aucune note, alors il n'y a pas de musique, l'un complémentant l'autre pour produire une œuvre. Il en va de même pour les hémisphères cérébraux. Ceux-ci doivent être appréhendés dans leur harmonique d'ensemble et leur complémentarité. La reliance des cerveaux, droite et gauche, tisse le sens de la vie. La vie n'est jamais l'un ou l'autre isolément. D'ailleurs, on a constaté qu'une connexion qui se déroule dans une région de la partie gauche entraîne une connexion similaire dans la même région de la partie droite. Cela signifie qu'il existe une corrélation entre les hémisphères du cerveau, même s'ils conservent une sorte, pourrait-on dire, de spécialisation. Alors, entretenir ou valoriser la séparation, au lieu de rechercher la reliance, c'est faire acte de scission. La manipulation funeste consiste à utiliser à son bénéfice ces spécialisations hémisphériques, à les maintenir en opposition, par exemple en valorisant et survalorisant le monde des experts ou de la rhétorique sur celui de la méditation et de l'imagination, au lieu d'englober en eux-mêmes élan et ce que l'un et l'autre apportent. Ceci n'est bien sûr qu'un exemple, mais c'est ainsi qu'historiquement le rationalisme scientifique s'est dissocié de la quête de spiritualité. Nous savons flux classé isolément de l'artiste, et inversement, même si on retrouve isolément des êtres capables d'activer ensemble ces polarités, je pense que chacun sera d'accord pour dire que notre société fonctionne grandement sur cette logique de séparation. À chaque fois que nous nous sentons dépossédés de cette entièreté, c'est-à-dire de ces unités essentielles et intérieures, corps, esprit, matérialité, spiritualité, raison imaginaire, quelles que soient ces
cette entièreté, à chaque fois qu'on ressent ces scissions, il n'y a pas de réelle sérénité. À chaque fois que l'on nous demande de nous comporter en être fracturé, sacrifiant une partie de lui-même, l'ombre de funeste n'est pas loin. À chaque fois que nos liens avec les formes de vie de la nature sont rompus ou sacrifiés, le funeste rôde dans les parages. À chaque fois que les mots des croyances et des idéologies, c'est-à-dire le verbe, que ces mots retentissent comme des certificats de bonne conduite, et quand nous sommes de mettre à la cave nos propres ressentis, nos intuitions, le règne du funeste a commencé. Tous ces déliments engendrent à plus ou moins long terme de la souffrance personnelle, familiale, sociale et même internationale. Cette souffrance devient vite notre enfer, puis celui de nos enfants. Cet enfer est ainsi défini, est le terrain de jeu du funeste. Il est pavé de bonnes intentions, comme chacun le sait. Ensuite, je parlais tout à l'heure de la démission de soi-même en tant qu'allié du funeste. Rappelons nos fâcheuses tendances à mettre certaines figures sportives, politiques, scientifiques, médicales, religieuses, artistiques, pourquoi pas familiales ou amicales, et ainsi de suite, sur un piédestal. L'admiration des décennies passées pour le médecin avait remplacé celle des instituteurs du siècle précédent. L'instituteur avait succédé lui-même à la vénération de l'homme d'église, du seigneur ou du roi. Donc l'histoire, en fait, à bien y regarder, est un défilé d'idéalisations successives, de héros, réels ou fantasmés, de soldats, de figures légendaires, d'icônes, d'hommes ou de femmes vénérés pour d'innombrables raisons. En psychanalyse, l'idéalisation est un processus psychique par lequel un sujet survalorise, grandit et imagine un objet extérieur à lui comme parfait, comme nécessaire à son existence. L'instauration d'une vision pyramidale de la vie, c'est-à-dire l'humain est supérieur à l'animal, le roi à ses sujets, le Dieu suprême est au-dessus des humains, l'expert détient la vérité sur celui qui ne l'est pas, et ainsi de suite. Donc cette vision pyramidale n'est pas étrangère à cette pathologie de l'idéalisation. Attribuer un caractère idéal à quelqu'un ou quelque chose existe en chacun de nous. L'un idéalise ses parents, son conjoint, le second la maison, ou le pays de son enfance, le troisième son patron, son meilleur ami, ou le chef de son parti, un autre tel peintre, tel sportif, et ainsi de suite. Embellir un être, un objet, un lieu ou une idée est chose ultra courante. Mais c'est aussi courir le risque de découvrir en fin de compte que l'idée que l'on s'est faite n'est pas réaliste, ou tout simplement n'est plus. C'est également une façon de faire passer l'autre devant soi, c'est-à-dire de procéder à un abandon de soi. Attention, l'idéalisation est un processus naturel, par contre, l'idéalisation extrême et répétée, chronique, caractérise un trouble de la personnalité. Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Staline, Amin Dada, Louis XI et Philippe le Bel en France, pour ne citer que, furent idéalisés par une masse de suiveurs. Plus intimement, combien de femmes battues sont mortes sous les coups de conjoints, d'abord idéalisées avant d'être craintes. Par leurs actes atroces, combien de tueurs en série fuient un attachement extrême ou une idéalisation dont ils n'ont pas forcément conscience eux-mêmes. Dans un article intitulé « Les psychiatres sont-ils des tueurs sadiques ?», le psychiatre Daniel Zaguri disait ceci, je cite, « Au début, il avait rencontré ce qu'il appelait des défaillances. Il s'était réfugié vers Dieu. Il était en colère d'avoir tué quelque chose qu'il aimait bien. Mais Julien ratait ses cibles jusqu'à la prochaine fois, présumée la bonne. Si l'image maternelle se dessinait comme monstrueuse et toute puissante, elle était conjointement protégée. Julien ne voulait pas faire le procès de sa mère. » Fin de citation. Donc si l'idéalisation contrôlée débouche sur une meilleure version de soi-même, parce que idéaliser un parent, un prof ou une star de cinéma peut être finalement une source d'inspiration à un moment donné dans l'existence, et cela peut permettre de se trouver. Par contre, l'idéalisation extrême est une démission de soi-même qui met en danger les autres.
Les projections extérieures extrêmes et pérennes qui nous maintiennent à distance de notre formidable incarnation, c'est-à-dire de ce qui fait de chacun d'entre nous des êtres formidables, eh bien, ces projections sont néfastes. L'idéalisation produit le complexe d'être seulement soi, de ne pas se sentir à la hauteur d'eux, et cette pathologie est l'antichambre d'un consentement accordé à tort et à travers à des figures que nous jugeons toutes puissantes. Lorsqu'on en arrive là, c'est qu'il est temps de réagir, temps d'admettre qu'il n'y a jamais eu d'inférieur et de supérieur que dans nos têtes et nos idéologies, et que seule notre funeste a pu nous faire croire le contraire. Il est juste et sain de reprendre les rênes de sa propre vie afin d'en jouir au présent et dans le partage si possible, lorsqu'on y parvient. L'enfant intérieur qui n'a jamais cessé d'être présent à l'intérieur de nous, cet enfant souverain reprend sa place de gardien et de guide. Cet allié nous aide à nous maintenir à l'écart des manigances du funeste.